Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir à la Cinémathèque française et ravi de vous accueillir dans le cadre de cette lecture du roman de Maurice Pialat, lecture qui s'inscrit elle-même évidemment dans le cours de la rétrospective intégrale des films de Maurice Pialat à la Cinémathèque, qui a commencé donc le 3 septembre et qui va durer jusqu'au 1er octobre. Et puisqu'il s'agit d'une lecture, moi aussi je vais vous lire quelques lignes d'introduction à cette lecture. Quelques lignes de situation. Nous ne vieillirons pas ensemble est le 3e long métrage de Maurice Pialat, après L'Enfance nue et sa série pour la télévision française La Maison des Bois. Nous ne vieillirons pas ensemble sort en salle en mai 1972 et à cette date, c'est son œuvre la plus autobiographique. C'est aussi le film de sa reconnaissance publique, une reconnaissance portée par la popularité des 2 acteurs principaux, Jean-Yann et Marlène Jobert. C'est ce film que vous pourrez voir ou revoir en salle Henri Langlois tout à l'heure à 17h15. Fait rare, Maurice Pialat, qui n'aimait pas écrire, écrit lui-même le scénario de Nous ne vieillirons pas ensemble, avec l'aide d'Arlette Langman. Et c'est ce scénario, entièrement écrit, dialogue compris, qu'il va filmer à l'automne 1971. En revanche, à partir d'une première version de ce scénario, dès 1970, il écrit seul cette fois le roman, intitulé aussi « Nous ne vieillirons pas ensemble », un roman proche et différent du film en même temps. De ce roman, Jacques Fieschi, scénariste et qui fut aussi acteur pour Pialat dans À nos amours, a écrit ceci. Je le cite. « L'art de Pialat, celui de ses films, se retrouve dans l'écriture. C'est une art d'une puissante humanité parce que sans précaution, sans scrupule, sans effort pour rendre les personnages sympathiques. La langue est à la fois économe et triviale, créant un effet singulier, très original. On est dans la peau, le gros grain, l'homme nu, disait Simenon. C'est un art brut, un art fauve et neuf. » Fin de citation. C'est donc cette chronique d'un désamour annoncé dès le titre. C'est donc ce roman, édité et réédité aux éditions de l'Olivier en 2022, que vous allez entendre à présent grâce à Mathieu Amalric, acteur et cinéaste. Mathieu Amalric, au nom de Sylvie Pialat et au nom de la Cinémathèque française, en votre nom aussi, je remercie vivement, évidemment, d'avoir accepté de porter ce texte. Mathieu Amalric. Je n'ai jamais bien su où j'allais dans la vie et je n'ai surtout pas la notion du temps qui passe. Je suis encore comme ça aujourd'hui. Et si je remonte à quelques années, je me retrouve semblable. Et plus loin encore, semblable. Est-ce une façon de ne pas vieillir? Le temps a peu de prise sur celui qui ne le sent pas passer. Mais les autres vivent. Et puisqu'il faut fixer une date, un point de départ, c'est ce matin de mai 66, un samedi matin exactement, où j'ai accompagné Françoise à l'aéroport du Bourget. Elle partait pour Sotchi, en URSS, pour améliorer son russe et prendre des vacances. Françoise s'est mise au russe depuis que je la trompe. Elle a 41 ans, depuis 2 mois, j'en aurai autant au mois d'août. Nous sommes mariés depuis 15 ans, je la trompe depuis 8, et ça fait 6 ans que je couche avec Colette, que j'ai rencontrée un soir au Lido, les Champs-Élysées. Colette va avoir 25 ans. Elle a toujours dit qu'elle ne fêterait pas Sainte-Catherine. Quand nous nous sommes connus, elle voulait m'épouser. Je crois qu'elle m'aime encore, comme avant. Françoise travaille. Elle est secrétaire. Colette travaille. Elle tape à la machine et elle change souvent d'employeur. Moi, je fais un film de temps en temps, des courts-métrages, à 40 ans. Colette et moi, nous ne vivons pas ensemble. Le soir, je rentre chez moi, à la Selle Saint-Cloud, souvent fort tard, et Colette rentre chez ses parents, à Igny, près de Palaiseau. La plupart du temps, je la raccompagne en voiture. J'en ai
eu plusieurs en 6 ans, tout acheté à crédit. Il arrive que Françoise paie les traites quand j'ai plus d'argent. Ce qui va passer en grincement. Ouais, c'est moi qui paye et tu roules dans ma voiture avec ta fille. Je suis inconscient. Cette voiture tient une grande place dans notre budget. Elle ne sert en vérité qu'à faire une centaine de kilomètres par jour pour accompagner Colette et pour quelques rares week-ends. Toute ma vie de ce temps est comme une longue vacance. Je fréquente peu de gens, même dans mon métier, ce qui ne hâte guère ma réussite. Pourtant, j'ai débuté par un film intéressant, j'ai eu des propositions, on dit que j'ai du talent, je traîne, j'ai pas d'amis, de rares copains. Parfois, là, s'étonne, quoi, tu continues à vivre à la salle Saint-Cloud. Enfin, qu'est-ce qu'elle dit, Françoise? Elle gueule, voilà. Nous avons des scènes terribles. Françoise me traite de raté, de feignant. C'est elle qui paye le loyer depuis 10 ans. Elle supporte. Je ne peux pas la quitter. Nous faisons chambre à part, mais je suis assez bête et suffisant pour croire qu'elle n'a pas de liaison de son côté. D'ailleurs, je m'en fous. Mais je ne me fous pas d'elle. Je crois qu'elle m'aimera toujours. C'est la seule personne sur qui je peux compter. Je ne peux pas la quitter. Je déteste la vie au jour le jour, mais avec Colette, nous vivons au jour le jour, ô combien. Presque chaque jour, je vais l'attendre à la sortie de son bureau. C'est multiples bureaux, car elle en change si souvent que j'ai visité à l'attendre presque tous les quartiers de Paris. Le premier mois, après notre rencontre, il y a 6 ans, j'ai loué une chambre de bonne, avenue Hoche, mais dès le second mois, j'ai pas pu payer le loyer, et ainsi a commencé un train-train immuable, la trilogie de notre plaisir, bouffer, ciné, coucher. Pas toujours dans l'ordre. Nous allions dans les restaurants les moins chers, aux places avancées des cinés de quartier, encore à 150 balles à l'époque, et dans ces écoles, ces hôtels de passe que nous avions fini par sélectionner pour leur meilleur rapport prix-propreté, réussissant le prodige d'en trouver à 1000 francs la nuit et même à 700 francs aussi. Comment nous nous sommes débrouillés, ça a duré 6 ans. Parfois, il fallait sacrifier l'un des 3 plaisirs. Nous passions la nuit ensemble, 1 ou 2 fois, ou 2 ou 3 fois par semaine. Dans les périodes fastes, c'était un week-end prolongé, souvent à Paris même. Et Colette disait « Alors, quand on est marié, on fait l'amour tous les jours? Je voudrais connaître ça. » Et un ami me répétait parfois « Elle est délicieuse, elle t'aime, elle a l'air fidèle. » Et j'étais flatté. Je la trompais. Les parents de Colette étaient au courant. Depuis le commencement, eux aussi subissaient, feignant seulement de ne rien savoir, ne voulant rien savoir, dans l'attitude des gens modestes qui tiennent avant tout aux apparences. Ainsi, 6 ans après, Colette prévenait encore sa mère pour découcher en disant qu'elle restait chez une amie. D'ailleurs, à ce propos, je dois dire que depuis quelque temps, je râlais davantage pour la raccompagner chez elle à Igny, 40 km à chaque fois. Et il est arrivé aussi que je l'accompagne pour m'éviter le chemin chez un célibataire qu'elle connaissait, camarade de travail ou autre, où elle passait la nuit. J'imaginais rien, j'étais pas jaloux. Voilà, donc la vie que je menais, elle était liée à un échec chronique dans mon travail, dû, je crois, au refus profond des concessions qu'il est nécessaire de faire pour arriver à tourner un film, un grand, celui qui permet de s'imposer. Et si l'on n'a pas de fortune personnelle, il faut changer de métier. Mais j'en sortais d'un métier. Ou accepter de basses besognes qui entretiennent sans espoir, rancœur, envie, jalousie au pluriel et âgé continu. Donc, être veule où l'on se croit fier et exigeant. En fait, tous les jours et toute la journée, j'ai guère changé, j'entretenais mes proches, dont Colette, dont la passivité naturelle, dans maint domaine, facilitait la chose. Et Françoise, encore assez souvent, quand je restais un peu auprès d'elle, et que nous ne passions pas notre temps à nous engueuler. D'ailleurs, l'engueulade partait toujours de là, et c'était toujours la même rengaine, le même sermon. Moi, j'ai du talent, les autres, c'est de la merde, il n'y a pas un film à voir. T'as vu ce tocard qui vient encore de faire un film. Mais quand on me demandait un projet, j'en avais pas. Ou bien je me fâchais rapidement avec les producteurs, mon caractère passant pour difficile. Et mes exigences impraticables dans le cadre du cinéma actuel. C'est trop triste,
pas de drame. Les gens veulent rigoler. Vous êtes trop bien pour nous. Variante, vous êtes trop bien pour l'époque. Et tous les jours, je rabâchais. Et Colette écoutait. Je pratiquais ce chantage au talent méconnu que tant d'hommes, avec ou sans talent, font sur leurs femmes, ou s'il n'y a pas de femmes, mais ce sont les femmes qui marchent le mieux sur ce truc, sur un parent ou un ami. Combien on vive? Combien de temps? Mon ami Cohen m'avait dit, devant mes scrupules, j'en avais quelquefois, crois-tu que je fais pas la même chose avec mes parents? Heureusement pour lui, il avait 10 ans de moins que moi. Et crois-tu que Françoise te supporterait si tu étais plombier? Le cas de Françoise et le cas du plombier, c'est un peu différent. Je crois qu'elle aurait supporté. Françoise est assez unique dans son genre. Mais enfin, elle commençait à en avoir marre. Depuis quelque temps, elle me répétait souvent « Je t'ai cru intelligent, t'es pas intelligent. » Et maintenant, je crois même que t'as pas de talent. Quant à Colette, elle avait dit à sa mère dans les premiers temps « J'ai rencontré un génie. » Il est vrai que je devais la faire jouer dans mon film, enfin. Colette ne tournait pas, et elle en avait sans doute plus envie. Elle vieillissait. Et moi, je gardais le moral et la forme, rongeant les autres et m'épargnant avec douceur. J'avais une santé de fer. Certains, au plus profond de moi, d'y arriver, ne prenant aucune précaution pour préserver l'amour qu'on ne portait des deux côtés, trouvant tout cela naturel et comme une sorte de tribu anticipée sur ma grandeur future. J'aurais donc été le type du parfait goujat si je n'avais caché le meilleur de moi-même. J'ai accompagné Françoise au Bourget et je lui ai dit en riant de prendre une assurance sur la vie. On ne sait jamais. Elle joue le jeu, elle prend la prime la moins chère, je la connais. Ça t'arrangerait que je disparaisse, dit-elle en riant. Hein. Avec ça et la vente de l'appartement, tu pourrais vivre quelque temps à rien faire avec ta fille. Je pique Monsieur Blot, livre de poche au stand des journaux, elle me dit qu'elle n'aime pas lire dans l'avion. Tu verras, ça t'intéresse, il y a tout un chapitre sur les maîtresses, tout ce que tu me sors sur Colette depuis 6 ans. Oh, ça ne fera pas changer la vie. Avant de nous séparer, elle me remercie de l'avoir accompagnée, je l'embrasse, je dis « Oh, ça va ». Et envoie-moi au moins une carte, je ne sais jamais ce que tu deviens. Tu t'en fiches pas mal. Je suis monté sur la terrasse, le Tupolev du retard, sous un crachin froid, des hommes en ciré jaune n'en finissent pas de charger des cajots dans la soute. Là-haut, il y a un sale courant d'air. En quittant le parking, j'entends le grondement d'un décollage. C'est plus fort que moi. Ça me fait de la peine à chaque fois que je quitte Françoise. L'après-midi, je passe chez Pathé. En salle de projection 16, les responsables des chroniques me félicitent sur mon dernier sujet, sur Auvers-sur-Oise. Ils me proposent de faire 3 sujets, Lyon, Marseille et la Camargue. Des trucs à rattraper, plus ou moins. Lyon, Marseille, en 6 minutes. Ça me paraît coton, mais j'accepte avec joie, ça va me faire un peu d'argent pour une fois. Dans le couloir, je coince Vagé, le directeur de production, pour lui rappeler que Colette m'a aidé bénévolement à prendre le son sur un précédent sujet. Mais je lui dis que j'aimerais recommencer avec elle, mais qu'elle soit payée, surtout que j'aurais fait déjà la prise de vue à l'œil. Il est gêné, mais il accepte. Que cette personne passe à mon bureau, elle a qu'à m'appeler. Je retrouve Colette à la sortie de son bureau, elle a attendu, mais elle râle pas. Elle monte dans la voiture, je dis, c'est arrangé avec Pathé, tu peux demander 70 000 par semaine. T'es contente? Ça te fait des vacances? Et ton boulot? Bon, j'en ai marre de cette boîte. On part quand? Dès que j'ai le matériel. Tu veux qu'on aille au ciné? Qu'est-ce qu'il y a à voir? T'as accompagné Françoise? Tu veux venir à la salle Saint-Cloud? Oh non, merci, je veux pas servir de bouche-trou. J'insiste, à la fois en rogne, j'insiste pas. Bon, je te raccompagne. Non, tu me laisses au métro. Je la dépose à Marcel Samba. Elle a retrouvé son sourire, elle m'embrasse. Allez, ciao, à demain. Elle descend dans le métro, je fais quelques mètres et reviens en marche arrière. Je vois ma Colette qui ressort allègrement. Je klaxonne, elle me voit, elle se marre. À la portière, elle dit « Je suis ressorti parce que j'étais sûr que tu allais voir si je n'allais pas ressortir. » Je lui dis en riant que je la crois. J'ajoute « Allez, viens. » Non, rien à faire, j'irai pas. Je la laisse là. Le surlendemain,
Colette est là à la salle Saint-Cloud. Elle a cédé de mauvaise grâce. Dès le réveil, tôt le matin, elle m'entreprend en disant qu'elle n'aime pas notre appartement, qu'il lui fout le cafard. Je lui dis que c'est pas mieux chez ses parents. Ouais, en tout cas, chez mes parents, on sent que ce sont des gens qui s'aiment et qui vivent ensemble, qui habitent ici. On sent que vous vivez pas ensemble, vous n'avez jamais rien fait pour l'arranger, c'est pas vivant, c'est mort, quoi. Je lui réponds qu'elle n'a pas toujours dit ça et qu'elle se souvient avoir été bien avec moi la deuxième fois qu'elle est venue. Je crois que c'est le meilleur souvenir que j'ai avec toi. Je ne parais pas m'en souvenir aussi bien. Évidemment que tu t'en souviens même pas. Je la retrouve habillée, prête à partir, je m'étonne. Bon, je m'en vais, j'en ai marre d'être ici, dit-elle. Je veux bouger, je veux même pas m'approcher des fenêtres. Enfin, écoute, tu crois que je vais attendre la nuit pour sortir sans faire de bruit? Exagère pas, tu sais bien que si je te demande de prendre quelques précautions, c'est pour respecter Françoise, je peux pas l'humilier auprès des voisins. Ah, parce que tu respectes Françoise? Enfin, moi, il y a du soleil, j'ai envie de me balader. Bon, ben, va-t'en. Je la regarde partir de la fenêtre, elle fait claquer ses talons. C'est moi qui suis allé la rechercher chez elle à Igny. Ses parents sont en vacances. Elle m'accueille gentiment. J'ai apporté des provisions en disant « il n'y a jamais rien ici ». Ben, ma mère travaille, si tu crois qu'elle a le temps. Nous déjeunons. Au dessert, nous passons dans sa chambre. La nuit, je couche dans son petit lit. Elle va dormir dans le lit des parents. C'est seulement le lendemain matin qu'elle me demande « alors, on part quand ?» Ben, quand tu veux, le matériel est dans la voiture. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Il traînait ici. Elle a fait ses valises et nous sommes partis. Je voulais passer par l'Auvergne pour voir mon père, mais j'ai préféré faire le voyage d'une seule traite. Juste quelques détours pour montrer à Colette des coins que j'aime bien. Nous nous sommes arrêtés dans l'Ardèche et nous avons marché jusqu'à un précipice indiqué sur la carte. Colette s'approchait trop du vide et j'avais peur pour elle. À Nîmes, elle a écrit à sa mère et elle m'a dit que nous pourrions nous retrouver avec ses parents. À Marseille, par exemple. Bon, j'ai dit qu'il ne manquait plus que ça pour les avoir sur le dos. Mais non, dit Colette, on les invitera à dîner et puis c'est tout. Le lendemain, je lui fais voir les jardins de la Fontaine et nous avons regardé pendant 1 heure des petits cygnes nouveau-nés qui prenaient leur premier bain. Oh Jean, regarde le petit cygne, il va sauter. Colette adore les animaux. En arrivant au Sainte-Marie, je commence à vitupérer les mâts, le pavillon de banlieue, les gardiens de pacotille, les purs sang mûrs pour l'abattoir. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir foutre pour tourner quelque chose d'intéressant dans un pays pareil? Et je juge plus intéressant de donner à Colette sa première leçon de conduite sur la plage. Elle s'y met très vite. Pour une fois, je suis patient et elle est douée. Si bien qu'elle peut nous conduire sur la route jusqu'à Aigues-Mortes, où nous avions pris une chambre. J'étais détendu, presque heureux. Je considérais ce voyage comme un bon présage, un nouveau départ, la fin de nos 6 ans de débile, un point de départ avec la perspective d'un travail régulier et la possibilité de louer enfin un appartement pour y vivre ensemble. À la nuit tombante, nous nous sommes arrêtés à un endroit que j'avais entendu, où j'avais entendu des coassements intéressants. J'ai sorti le Nagra du coffre et j'ai enregistré. En quelques minutes, nous étions bouffés par des moustiques de la tête aux pieds, j'ai jamais vu ça. Et avant le dîner, nous allons prendre un verre. Bon, c'est pas tout de se balader, dit Colette en vidant son Ricard d'une traite, il faudrait peut-être que tu t'y mettes. Le lendemain, il fait très beau. Au mois de Sainte-Anne, je demande au manadier la permission de filmer pour la télé. Il me dit que la Ferrade est organisée par l'association taurine de Marsillargues et qu'il faut voir ça avec le président. Je vais trouver le président, c'est d'accord, je prépare 2 chargeurs, je fixe le zoom sur l'acoutant, puis je place une bobine de 6,35 sur le Nagra. Colette me dit comment ça marche? Mais bon Dieu, mais qui l'a fait marcher à Saint-Malo? Écoute, ben, j'ai oublié, nom de Dieu, mais là, en bas, écoute, là, stop, en haut, batterie, enregistrement, automatique. Et le potard plus ou moins fort, t'essaies, quoi. Faut pas que l'aiguille reste dans le rouge. Puis, qu'est-ce que c'est l'automatique? Ben, c'est moins bon, mais ça marche tout seul. C'est pour les andouilles comme toi, t'as qu'à le mettre en automatique. Mais tu peux pas m'expliquer calmement, non?
Un groupe de cavaliers s'élance en criant vers les taureaux. Il est composé de gardiens et d'amateurs avec une femme et un grand type maigre coiffé d'une casquette de polo, bouton d'or. Il crie de plus belle et sépare un veau du troupeau. Je dis à Colette de se mettre avec son agra en bandoulière à l'abri de la haie, là, entre les prés. Il bouge pas le micro, hein, ça fait du bruit. La cavalerie pousse le veau en direction de la forge installée en plein air. On attrape le veau, on le couche à terre. Le forgeron met des lunettes noires, prend un fer rouge, le marque le veau. Je filme tout ça, gros plan du veau, son œil affolé, il meugle, on le lâche, il se redresse, fonce à droite, à gauche, sur les assistants et sur moi, puis il s'éloigne en titubant, je reviens vers Colette, je l'engueule. Mais tu fais des prises trop courtes, là, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse après au montage? Mais c'est lourd ce machin, putain, je suis crevé, feignante, mais dès que tu fais quelque chose 5 minutes, t'en as assez. T'avais qu'à me montrer tout de suite au lieu de gueuler. Je m'en vais au-dessus du toril pour filmer les vaches. On y attache en vue de la corrida de l'après-midi. Colette et moi sommes maintenant adoptés. On nous entraîne à la buvette, il est midi passé, je filme les gens de Marcillac. Ils en font un peu trop devant la caméra. On nous pousse à boire, Colette descend Ricard sur Ricard, je m'y mets aussi. Légèrement vallonné qui s'étend derrière le mât. 3 grandes tables sont dressées sous les oliviers, des chevaux s'éloignent en galopant, comme au ralenti, crinière au vent. C'est très beau. Ils vont jusqu'au Touradon, dit quelqu'un. Il y a 10 km de prairies et de marais, sans rien d'autre. Ils sont libres. Je fais quelques beaux plans. Des femmes ont préparé la bourride. On boit encore du gros rouge à table. Mais le bon air et la rigolade font bien passer l'alcool, ça va, je tiens le coup. Colette, elle boit autant que moi, elle a l'air en pleine forme. Mangeons, buvons en filmant, en prenant le son. Les femmes apportent encore des plats. Un gars efféminé qui les a aidés s'assoit et mange avec nous. On parle fort. Un vieux se lève et commence à déclamer en provençal. Je leur demande si c'est du Mistral, le vent. Ils savent pas. Je filme le vieux, je fais signe à Colette d'enregistrer. L'œil collé à la visée réflexe, j'entends la voix de Colette. Jean, il n'y a plus de son. Mais comment ça, il n'y a plus de son? Je me précipite sur le Nagra, je tourne, je retourne la commande, rien, le magnéto est en panne. Merde! Au meilleur moment, mais c'est toujours comme ça. Le vieux continue, je le filme sans son. C'est rageant. Après le déjeuner, l'assemblée se rend autour du choral et les plus hardis jouent tout l'après-midi au torero et au rasetteur devant les vaches aux bouts embornées. La lumière est belle, les vaches soulèvent beaucoup de poussière, elles sont photogéniques. Je fais quelques zooms excellents à contre-jour. On me montre un gars particulièrement vif et rapide malgré une légère claudication. C'est Francis, c'est le meilleur rasetteur de la région. Il s'est fait prendre. Depuis, il a un fémur en argent. Je dis incrédule, quoi? Alors c'est dangereux. Peu cher, une vachette de 2 ans, c'est moins lourd, mais c'est plus rapide qu'un taureau, hein, ça pique plus vite. Hein. Le monsieur de la télé, là, le Parisien, faut y aller. Assis sur la barrière et libéré du son, Colette s'excite. Oh, vas-y, Jean, vas-y. On me tend un bout de chemise et me voilà au milieu du choral. On fait sortir une vache du toril, elle fonce sur moi, je fais une passe, j'entends des cris « Olé !» La passe est belle, mais une corne est prise dans le trou de ma chemise. J'ai qu'à lâcher le tout et me sauver. C'est assez bien comme ça, mais je retiens le chiffon. Et la vache, je vais pas me dégonfler, quoi. La vache se retourne sur moi. J'ai appris qu'à ce moment-là, il faut faire zigzaguer le chiffon, mais j'oublie qu'ensuite, il faut le lâcher. La vache me prend dans l'estomac et m'envoie en l'air. Je vois plus rien, je suis par terre. Il faut faire le mort. La vache revient sur moi. Je sens son souffle et ses sabots. On l'éloigne, je me relève. Colette est à côté de moi. Je me tâte pour sentir les dégâts. T'as rien? Non, ça va. Je relève une jambe de pantalon. Putain, j'en ai pris un bon coup sur le tibia aussi. On m'entoure. Ah bravo, ouais, c'est du culot. Hein. Mais on entoure surtout Colette. Hein. C'est elle qui s'est précipitée à mon secours sans rien, quoi, les mains nues. Et il paraît qu'elle a fait une passe devant les cornes avec le torse, mais un exploit. Elle est très fière. Colette, échauffée par son exploit, se mêle à la moulinade, où on se couche les uns sur les autres au milieu du corral, en attendant qu'une vache vienne sauter dans le tas. La journée se termine, les ombres s'allongent, je prends encore quelques plans. Le maire de Marcillac, quinquagénaire discret mais séduisant, vient féliciter discrètement Colette. Il a su choisir son heure, elle ne résiste pas, elle sort son attirail du sac qui ne la quitte pas. Petit coup de pinceau par-ci par-là, sur les cils et sur le nez. Oh Jean, le maire est venu me féliciter. Mais tu bats des cils comme une autruche, je dis. C'est une belle journée.
En rangeant le matériel, je vérifie les piles du Nagra. Il faut aller à Marseille pour le faire dépanner. J'entre dans la chambre avec le Nagra. Colette bouquine sur le lit. Je m'approche de la fenêtre qui donne sur le vieux port. Oh ben c'est chouette, je peux finir d'ici sans me fatiguer. Tiens. J'ai une lettre de maman, dit Colette. Elle nous donne rendez-vous sur le vieux port demain à 6h. Je pose le Nagra sur le lit. Colette dit... Ben, regarde, la commande était inversée, tu l'avais mise sur secteur, il n'y a qu'un demi-tour à faire, j'y ai pas pensé. Je le fais, le Nagra marche. Et je connais le Nagra depuis 10 ans. Celui-là, bon. Mais ma jambe me fait souffrir. Il est 3h du matin, Colette dort la bouche ouverte. Je m'assois au bord du lit. Ma jambe m'inquiète, là. Elle est gonflée, là, du genou jusqu'au doigt du pied. Je réveille Colette pour la lui montrer. Elle s'assoit, endormie, dans un fauteuil en face de moi. Mais je peux plus poser le pied par terre, j'ai quelque chose de cassé. Ça va me faire comme à mon père, il a reçu une caisse sur la jambe à 30 ans et depuis, il a un ulcère qui s'est jamais refermé. Combien tu paries dans 3 mois, c'est pas guéri. T'exagères. À présent, Colette est tout à fait réveillée. Elle me regarde en petit tricot au bord du lit. Évidemment, je vais rester estropié, tu t'en fous, quoi. Mais je m'en fous pas, dit-elle, en essayant de s'apitoyer. Je sens au contraire qu'elle a envie de rire. Je dois être ridicule. Non mais marre-toi franchement, quoi. Elle peut plus tenir, elle se met à sourire. Non mais fous-toi de ma gueule aussi. Je l'attrape par la chemise, je la déchire de la tête aux pieds. Elle pleure. T'as ma chemise, quoi, ma chemise. Elle prend une couverture et va se coucher dans la salle de bain. Calmé, je m'endors dans le lit. Nous déambulons sur la canne-bière, j'ai la caméra, je boite. Colette regarde des vitrines. Oh Jean, la petite jupe bleue. Non, demain. Je vois une plaque de médecin. Je ferais bien d'y aller. Eh ben, vas-y. Le médecin ouvre la porte de la salle d'attente et dit à Colette d'entrer. Il m'a pas vu, je suis assis derrière la porte. J'accompagne monsieur, dit Colette. J'entre dans son cabinet, je lui montre ma jambe. Après l'avoir examinée, il me conseille une radio, ça vaut mieux, dit-il. Il prescrit un analgésique et des compresses. Colette me met les compresses pendant que je filme le vieux port de la fenêtre de l'hôtel. Allez, viens, dis-je, on va faire de la prise synchro sur le port. On sort, on fait les marchands de poissons, les bonimenteurs du château d'If et des restaurants. Le soir descend, Colette dit « Ah Jean, il est 6h. » Et alors, ben, mes parents, ils vont nous attendre. Je râle, putain, ils vont venir coucher dans le même hôtel que nous, et ça me plaît pas. Mais non, c'est trop cher, on leur offre une bouillabaisse et puis c'est tout. Elle les voit de loin, ils sont plantés sur l'esplanade. Elle part en courant au-devant d'eux. J'arrive en boitillant. Putain, ils ont eu le temps de se parler. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais la mère de Colette, elle a pas l'air contente. Elle me sourit pourtant. « Bonjour Jean, ça va ?»« Ça va. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» dit le père en voyant que je boite. « Qu'est-ce que c'est que ce coup que tu as sur l'œil, Colette ?» dit la mère. Colette a un bleu qui vire au jaune sur l'arcade sourcilière. Je l'avais pas remarqué. Colette se tortille, elle est gênée. Bah, c'est rien, c'est rien. Nous avons fait une course de taureau en Camargue, on a des coups partout. Je leur montre ma jambe. Ah, en effet, dit la mère. Enfin, c'est drôle quand même ce coup, Colette. Et elle me regarde, elle n'a jamais eu confiance en moi. Le lendemain, nous repartons pour la Camargue. Avant de prendre la route, nous allons au château d'If, je filme, caméra à la main, toujours. Le père de Colette m'assure. Le bateau tangue, on a tous un peu mal au cœur. Puis nous prenons la route. Les parents de Colette nous suivent dans leur R8, la même que la mienne. Nous trouvons un hôtel. Il y a 2 grandes chambres pour nous. Colette et moi nous installons au rez-de-chaussée, ses parents au premier. On visite. Il y a 2 grands lits dans chaque chambre. Les murs sont en carton. Je suis gêné. Colette pas. Elle sort avec sa mère, revient avec un camembert blanc pour le lendemain. Les vieux sont déçus de la faiblesse de nos provisions. L'après-midi, nous roulons en 2 voitures jusqu'aux Saintes. Colette conduit la mienne. Sur la plage, on se met tous en maillot, sauf la mère. Colette et moi, nous nous baignons. La mère de Colette me regarde, pensant probablement que ma fille couche avec ça. Ben oui, je suis pas un Apollon à poil. Le père fait plus jeune que moi. Colette dit toujours à Patoche, c'est un bel homme, quoi. Moi, je trouve qu'il a le genre playboy sur le retour pour lotion après rasage, mais bon, c'est un brave type, je l'aime bien, quoi. Et le soir, c'est le raffut du samedi sur la place devant l'hôtel, les parents sont couchés, Colette lit un poche,
Je vais boire un coup, je regarde Michel Simon à la télé. Et après, Colette se lève aussi et nous allons jusqu'au bal, sans entrée. À l'aube, j'ai avec le père pour essayer de filmer des flamants roses, c'est un fiasco. Au retour, petit déjeuner, il s'engueule, se bat presque avec un mec à cause du bruit, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et à midi, nous déjeunons chez Maurice. Un monde fou, ça gueule, surtout la noce attablée dans la grande salle. Colette s'y intéresse vivement, c'est sa manie. À 15 ans, elle filait souvent jusqu'à Saint-Pierre-de-Passy pour aller admirer les grands mariages. Et sur la route, elle me disait souvent de m'arrêter quand elle en voyait un. Et je reconnais un gardien rencontré aussi à la Ferrade. Il arrive à vélo, un lasso sur le porte-bagages. Il a l'air triste. Colette me dit, tu vois, sa femme l'a quitté, tu vois la tête qu'on a après. Elle me dit ça un peu comme une menace. Le soir, je filme des étangs au crépuscule. Le lendemain, les parents de Colette partent. Je crois qu'ils sont très contents et que je leur plais, enfin. Il est temps de reprendre le tournage à Marseille. Je m'arrête pourtant avant, dans les Calanques. Nous y allons à pied, en maillot, pour profiter du soleil. Je lâche pas la caméra. J'ai encore ma patte enflée, plus un bleu énorme sur la poitrine. Les jeunes ont l'air de se foutre de moi et font du rentre-dedans à Colette. Je me fous à l'eau, on ne voit que ma tête et je nage bien. À Marseille, nous descendons à l'hôtel où ses parents avaient passé la nuit. Le lendemain matin, je décide d'aller filmer le marché. Colette prend le son. Je l'engueule parce qu'elle est maladroite ou parce qu'elle se plaint que le nagra est trop lourd à porter. Je hurle en la traitant de tous les noms, de feignante, de bonarien, de connasse, tellement fort que même les marchands de poissons se retournent et j'en entends une qui lui dit « Eh ben, la pauvre petite ». Je dis à Colette de foutre le camp, que j'ai pas besoin d'elle, que je ne veux plus la revoir. Elle s'en va. Et je continue à filmer, la caméra sur une épaule et le nagra de l'autre en bandoulière. Ensuite, je suis allé déjeuner seul dans un petit restaurant place de la Bourse, puis je suis rentré à l'hôtel. Colette est là, assise sur le lit, sa valise est faite. Je t'attendais, j'avais pas d'argent pour prendre le train. Ouais, tu sais où j'ai mis l'argent. Enfin, je sors 2 billets de 10 000 du tiroir de la table de chevet. Tiens, fous le camp. Elle est indécise, je la jette dehors avec sa valise. Ensuite, je fais la sieste. Je me lève vers 3 heures, je me douche, je me rase et je vais à la gare Saint-Charles. Je suis sûr de la trouver. J'ai loupé mon train. Ah ouais? Je regarde les horaires. Enfin, je sais pas, il y en a 3 qui sont partis depuis que tu es là. Ils sont pas assez rapides. Alors tu viens. Je l'emmène déjeuner. On revient prendre sa valise à la consigne. C'est oublié. Après avoir tant traîné, il ne me reste plus que 2 jours pour filmer Lyon. En plus, pendant le week-end, je filme les Traboules, les quais de la Saône, la ficelle de la Croix-Rousse, celle de la Fourvière. Colette prend du bon son. Nous sommes plus détendus. Je lui cherche de bons petits restaurants. Repartons, Lyon fout le cafard. Tous mes amis sont morts. J'ai plus personne à voir. Chaque fois que je passe à Lyon, il m'arrive quelque chose. J'ai failli tuer Françoise dans un accident ici. Nous avons des lits jumeaux. Depuis peu, Colette, elle demande toujours des chambres à lits jumeaux. Le matin, elle dort et je vais dans son lit. Sur la route de Paris, elle me dit « Pourquoi t'étais comme ça ce matin? T'étais pas comme d'habitude. » Je peste en arrivant à Paris. Il est tard, il faut encore que j'aille déposer la pellicule au labo. Je raccompagne Colette à Igny, je rentre à la selle Saint-Cloud. Françoise est rentrée de Russie. Elle a mis une grande fleur rapportée de là-bas dans un vase. Elle se lève. Où t'étais passé? Je sais jamais où tu es. Je t'avais bien dit que j'irais probablement faire 1 ou 2 films dans le Midi. Alors, ce voyage? Elle me raconte Sochi, les Russes en pyjama, la vie triste, elle s'est bien amusée, les Russes qui la trouvent jolie, krasivaya, etc. Le lendemain matin, je dors encore. Quand elle part à son travail, elle entre dans ma chambre pour prendre une robe dans la penderie. Je te réveille. Tu veux que je te raccompagne tu veux que je t'accompagne à la gare? Non, je m'arrange avec la voisine. Chez Pathé, on se demandait ce que j'étais devenu. Pas de nouvelles depuis 15 jours. L'accueil est plutôt froid. Je pense à la gueule qu'ils vont faire en voisinant les roches. Colette arrive en fin de matinée. C'est elle qui rend les comptes des défraiements. L'après-midi, on se balade à Saint-Germain. Je devais commencer le montage le lundi. Je dis à Colette, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien.
Et je sais pas ce qui m'a pris, peut-être c'était parce que j'avais revu Françoise. Je lui fais une scène épouvantable, la traitant de feignante, de bonne à rien, disant qu'elle avait tout essayé, même d'être cover girl, t'es trop moche, t'as pas de coup, qu'elle avait jamais rien réussi, qu'elle était vulgaire, irrémédiablement vulgaire et ordinaire. Je reste avec toi, par pitié, tu t'accroches à moi depuis 6 ans, t'as aucune volonté, aucun courage. Ton seul orgueil, c'est l'orgueil de ta médiocrité. Tu sens pas que j'en ai marre de toi. Pars-toi en Angleterre, t'apprendras au moins quelque chose, j'en ai rien à foutre de plus te voir, etc. etc. J'ai la certitude qu'elle s'accroche à moi, elle ne dit rien, pas un mot de toute la scène. On sort de la voiture, que je ferme ma clé, et je la laisse là, sur le trottoir, pensant qu'elle va partir de son côté. Je me balade pendant 1 heure, croyant qu'elle est partie, et quand je reviens, elle est toujours là, comme si j'avais pas bougé. Comme si elle n'avait pas bougé, elle est livide, elle me prend la main, sa main est glacée. Je crois qu'elle se raccroche toujours à moi. Elle me dit, t'as bien réfléchi, on n'en reparlera plus jamais, hein. C'est fini. C'est pas comme les autres fois, tu reviendras pas, hein. C'est fini cette fois. Oui, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je rentre. Je la raccompagne à Igny. On se dit pas un mot durant le chemin et sans doute pour la première fois, elle m'a quitté sans m'embrasser. Le soir, je vais draguer et le surlendemain, je vais de nouveau chez elle à Igny. J'arrive les mains vides. Pour une fois, il n'y a pas à bouffer. Elle me dit que... Pour une fois, il y a à bouffer. Elle me dit que sa copine Annie et Michel sont passés la prendre la veille. Ils voulaient l'emmener en vacances. J'ai pas voulu y aller parce que j'étais sûr que t'allais rappliquer. Elle m'apprend que ses parents vont rentrer dans la journée. On bouffe. Partant pour aller au ciné, sur la route, on voit 2 bébés hérissons. Évidemment, on les ramasse. Et on revient chez elle et on les met sur le balcon en faisant un mur avec des pots de fleurs pour qu'ils ne puissent pas se sauver. Et on repart à Paris. Aucune allusion à la scène de Saint-Germain. Nous faisons l'un et l'autre comme s'il n'y avait rien eu. De mon côté, j'avais sincèrement oublié notre dernière entrevue. C'était réellement comme si elle n'avait pas eu lieu. Pas de ciné, mais je lui commande une robe à Hit Parade. À Longchamp, le copain de Michel gagne, moi pas. J'ai des jumelles. Du haut de la tribune, je suis Colette, qui marche toute seule au milieu de la foule, avec un air très triste. Le même jour, Colette me dit qu'elle veut aller se reposer à Saint-Paterne chez sa grand-mère. Pour 8 jours, elle se sent très fatiguée. Je l'accompagne à la gare du Maine. J'espère que tu vas pas appliquer, hein. Je vais être tranquille, je vais être seul. Je dépose sa valise dans un compartiment et puis on se balade le long du quai. Le train se remplit. Quand on revient, son compartiment est plein. Il y a 2 soldats en face d'elle, à la place de Colette. Je dis, mais tu vois, tu auras de la compagnie, tu les attires. Tu m'emmerdes. Tu t'emmerderas pas pendant le voyage. Quand le train démarre, elle a l'air très amoureux. Très amoureux. Elle reste à la fenêtre à me faire de grands signes. Moi, je me retourne même pas. Pas par indifférence, mais parce que j'aime pas ça. J'écris à Colette, seulement pour lui dire que mon téléphone est réinstallé. Il était enlevé depuis 1 an, une vacherie de Françoise qui n'avait pas voulu payer une note de 3000 francs. Je pars en Auvergne pour voir mon père. Je m'arrête à Nevers vers 1h du matin pour prendre un café dans une brasserie. Il y a des chants au premier qui attirent mon attention. Et je monte une chorale de jeunes chanteurs, de jeunes qui chantent en buvant. J'ai tellement peu envie d'arriver comme là, chez mon père, que je traîne 1 ou 2 journées en route. Quand j'arrive, la boutique de mon père est fermée, je cogne, j'envoie des pierres au premier, mon père apparaît à la fenêtre, il était couché, saoul et malade sur son lit, jamais fait. Il vient m'ouvrir, me donne une lettre de Colette, il monte se recoucher. La cuisine est dans un état indescriptible de désordre et de saleté. Depuis la mort de ma mère, mon père se laisse aller. À chaque visite, je mesure sa déchéance. Colette m'écrit, mais je me fiche de ton téléphone. Tout ce que tu sais m'écrire, c'est de me parler de ton téléphone. Enfin, bon, si tu veux, je t'invite à Saint-Pat pour mon anniversaire, le 14 juillet. Je déchire la lettre. Quand je viens chez mon père, la première chose que je fais, je recherche mes lettres et je les fous au feu. J'ai jamais aimé écrire. J'aime pas laisser des traces de ce que j'écris. J'écris jamais ce que je pense.
Toutes mes lettres ressemblent au rapport que j'aurais jamais eu avec mes parents, néant. Bref, je détruis la lettre de Colette et je repars traîner à Clermont. Pute et ciné. Quand ma mère mourrait, il y a 7 ans, c'est aussi ce que j'allais faire. Le lendemain, mon père s'est levé, il a fait un peu de ménage, il épluche les légumes. Je lui demande la bague de fiançailles de ma mère pour l'offrir à Colette. Là-bas, en Auvergne, j'aime aller à la pêche ou aux champignons. C'est un prétexte pour rester seul, à marcher dans les bois. Mais cette fois, je m'emmerde. Je décide de m'en aller. J'ai ramassé des girolles et j'en fais un panier pour les porter aux parents de Colette. Je réveille mon père et je suis dégueulasse jusqu'au bout. Je lui repique l'argent que je lui ai filé en arrivant. Finalement, je prends mon luçon pour rejoindre directement Colette sans repasser par Paris. Je couche à mon luçon, je me lève très tard. Je ne veux pas arriver chez la grand-mère pour le déjeuner, elle n'a pas été très accueillante, quoi. Je me souviens de la première visite où j'avais dû coucher à l'hôtel. Enfin, c'était pas un si mauvais souvenir, parce que Colette était venue dans mon lit le matin. Donc j'arrive vers 2 heures. Colette n'est pas là. La vieille prend le frais dans le jardin et me dit que Colette est partie pique-niquer avec la fille de la boulangère. Je lui offre les champignons, on dîne tous les deux. Je pense que Colette va arriver d'un instant à l'autre, mais son couvert n'est jamais mis. La vieille me débine un tas de méchanceté sur son gendre, c'est son sujet de conversation favori. On reste un moment à la fraîche sur le pas de la porte et vers 10 heures, elle va se coucher. Moi je dis que je vais peut-être aller au ciné. Elle me dit où elle planque la clé. 3 jours du 14 juillet, il y a déjà des balles aux alentours. J'en fais 2, 3 pour passer le temps, pensant qu'avec un peu de chance, j'y retrouverai Colette à mon œil. Elle me dira, tu penses pas que je vais aller dans ces balles de plouc? Vers 1h du matin, je rentre me coucher, en prenant soin de remettre la clé dans sa cachette. Colette est toujours pas rentrée. Je bouquine, j'arrive pas à m'endormir. La fenêtre du grenier donne sur un chemin carrossable, je pense qu'elle va arriver par là, et puis je commence à m'inquiéter, quoi, à penser qu'elle a peut-être eu un accident. Il y a eu 2 orages très forts, très brefs, à 1 heure d'intervalle. Quelques voitures qui passent, une 2 chevaux qui semble s'arrêter, je bondis à la fenêtre. Vers 4 heures, je m'assoupis, je dors à peine. J'entends cogner à la porte en bas. Je me lève, je refile mon pantalon en vitesse. Et alors que je m'étais juré d'être tendre, de la prendre dans mes bras, je vais faire tout le contraire. J'ouvre, elle est trempée, la pluie tombe à présent régulièrement. Elle a traversé le jardin, venant du passage à niveau. Mais quoi, tu trouvais pas la clé? Si, mais j'arrivais pas à l'ouvrir. Je lui fous une gifle. Elle va directement dans sa chambre, contiguë à celle de la grand-mère. Je sens que la vieille, elle dort pas, elle se régale, elle écoute tout. Mais d'où tu viens, par où t'es rentré? Mais tu crois que j'allais pas me faire arrêter juste devant ma voiture à la maison, non? Je me suis méfié avec toi. On sait pas ce que tu peux toujours être là. Je me suis fait descendre avant le passage à niveau, à 5h du matin. Et alors, avec la fille de la boulangère, pourquoi pas? Et d'abord, j'ai pas de compte à te rendre. Elle a mauvaise mine, elle est fatiguée par sa veille. Elle est en blue jeans, je lui baisse brusquement le jean et je lui mets la main sur le sexe. Cette voix chante, t'as été trop loin là, t'aurais pas dû faire ça. Ça je te le pardonnerai jamais. Pour qui tu me prends, imbécile? Si tu crois que je ferais ça comme ça, je la regifle. Je monte prendre mes affaires pour partir, je vais à la voiture, elle me suit pour m'empêcher de partir, je la jette par terre, elle tombe dans la boue, je reviens vers la maison, elle me dit « Allez, couche-toi, fais pas l'idiot, quoi, on verra ça demain, ça ira mieux !» Et on va se coucher chacun de son côté. Vers 10 heures, elle vient gentiment frapper à ma porte, elle entrebâille, je me lève et je lui claque la porte au nez. Je ramasse les mauvaises herbes pour plaire à la grand-mère. Colette va au lait, ou téléphoner que je suis là. Après, elle s'installe en maillot, dans une chaise longue. Un type musclé vient passer. Un motoculteur, dans un carré du jardin, et mate mon torse nu. L'après-midi, on fait un tour en voiture et je demande à Colette de faire l'amour. Pourquoi pas? Ça me fera passer du temps. J'arrête la R8 dans un bois, dans une allée. On sort pour chercher un coin tranquille, je vais aller toujours plus loin. J'entends des vaches ou des voix trop proches à mon grille. C'est une atteinte rapide et au moment du plaisir, Colette a un geste instinctif là du bras qui me repousse. Depuis 6 ans et demi que je la connais, c'est la première fois qu'elle fait une chose comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est la première fois que t'es comme ça.
En retournant au village pour faire des courses, on parle un long moment dans la voiture arrêtée. Je comprends pas son attitude. Qu'est-ce que c'est à cause d'hier soir? Tu sais, je me suis fait du mauvais sang. Je croyais qu'il t'était arrivé un accident. J'étais énervé. Oh, c'est rien. Alors pardonne-moi. Mais tu sais que je te pardonne toujours. Elle m'embrasse gentiment. Ça n'arrivera plus. Elle sourit. Tu sais, hier soir, mes mères avaient laissé des papiers partout. Attention, Jean est là, attention, Jean est là. On rigole. Dis donc, ton histoire là, de la boulangère. Ben, c'est vrai, t'auras qu'à lui demander. Hein. T'aurais fait la commission. Hein. Eh ben, c'est ça, je vais aller lui demander. Tu peux pas, elle est partie pour 8 jours. Tiens. Comment elle est, la fille de la boulangère? Pourquoi? Elle est brune, un peu forte, hein? Ben, figure-toi qu'en rentrant à 1h du matin, je l'ai vue, moi, qui descendais de voiture devant la boulangerie. Oh, ça m'étonnerait. On en reste là. Le lendemain, on va se baigner au bord du Loir. La mère de Colette arrive le soir, avec le grand-père. La grand-mère, on va faire des achats aux prises uniques de Tours. 25 ans, toi qui veux pas fêter le Sainte-Catherine, tu enterres ta vie de garçon? Elle me répond sèchement. Nous faisons la gueule, de retour à la maison, je lui dis, bon ben moi je fous le camp, j'ai pas envie de voir ta mère, c'était pas la peine de me faire venir pour être comme tu es. Bon, je t'accompagne un petit bout. À la sortie du village, au moment de se séparer, je lui offre la bague de ma mère. Elle est très belle, mais j'en veux pas. Depuis quelque temps, je lui proposais de vivre ensemble. Elle refusait, en disant que c'était trop tard. Je sens qu'elle a un drôle d'aile, qu'elle est prête à pleurer. Et c'est là que je lui dis, tu m'aimes plus? Si. Alors, je t'aime moins. Depuis longtemps, c'est venu, petit à petit. Elle pleure, presque. Elle a le visage rouge. Je suis bouleversé, je sens quelque chose de grave entre nous. Je la quitte, je fais 10 km, mais c'est plus fort que moi, je fais demi-tour, je reviens. Quand je reviens, elle est en train de dîner avec la grand-mère. Allez, fais pas l'idiot, viens dîner avec nous. Je fais semblant, devant la grand-mère, d'être venu pour lui offrir la bague. Elle l'accepte. Allez, viens. Non. Je ressors, je rentre dans la voiture, j'attends. J'arrive pas à me décider à démarrer. Au bout d'un moment, Colette sort, j'ai la tête sur le volant. Je pleure. C'est la première fois qu'elle me voit pleurer. Elle s'assoit à côté de moi. Elle insiste pour que je revienne. Et nous rentrons chez la grand-mère. Sa mère arrive. Elle est très bavarde, surtout avec sa fille et son boulot et son mari qui ne veut pas venir, ça en finit plus. Le lendemain, au déjeuner d'anniversaire, la vieille et la fille, elles se disputent au sujet d'intérêt du père de Colette, ça dure pendant tout le repas. L'après-midi, en voiture, nous allons tous les 4 à Tours. La vieille et la fille s'extasient en route sur les parterres de fleurs des jardins publics. Je dis, mais ça ne sent rien, ces fleurs à la con. Colette et moi, nous, on préfère l'odeur des pompes à merde. Et le lendemain matin, je me rends compte d'une façon très claire que toutes trois, elles attendent mon départ. Et peut-être Colette qui l'attend le plus. Moi, je vais m'en aller parce que je sens que vous ne souhaitez pas que je reste longtemps. Mais non, moi j'aimerais bien que tu restes, mais grand-mère et maman, elles vont encore se disputer, c'est pas à peine que tu restes pour voir ça. La mère, oh Jean, vous partez. Je m'en vais. Je veux passer par Aillier, le pays de Proust. Mais ma bagnole est tombée en panne et je suis rentré qu'à un quart à Paris. Quatre jours plus tard, dans l'après-midi, alors que je suis au montage, je reçois un coup de fil de Colette. Tous les gens me faisaient la remarque que je lui parlais toujours comme à un chien quand elle m'appelait. Elle était rentrée à Paris. On se donne rendez-vous au coin de la rue Francoeur à la Belle Époque. Quand j'arrive, elle est là, sur un tabouret au bar. On échange des banalités, je lui demande ce qu'elle veut faire, je sais pas. On ne va pas rester là, elle est déjà dans la voiture. Une fois installée, elle sort la bague, qui est dans un écrin, et elle me la rend. Elle me rend également ma médaille de baptême, qu'elle portait toujours autour de son cou, depuis au moins 4 ans. Elle me dit que c'est fini entre nous, que de toute façon, c'est moi qui le lui avais dit lors de la scène à Saint-Germain, qu'elle a bien réfléchi, que c'est fini.
Je pique une colère terrible. Je prends son parapluie, je le casse en deux, je le jette dehors, je la pousse hors de la voiture, fous le camp. Elle s'en va dans la rue. Je démarre, je fais le tour du pâté de maison, je reviens à sa hauteur, je lui dis de remonter. Je vais te raccompagner. Je la raccompagne à Igny. Elle me dit de la laisser à tel endroit, à quelques centaines de mètres de chez elle, à côté d'un pharmacien. Je marchais un peu à pied. Quand elle me quitte, je lui dis, bon, ben, si tu changes d'avis, tu me rappelles au montage. 3 jours plus tard, elle me rappelle. Je lui réponds assez sèchement. Elle me dit, je t'appelle pour te dire que c'est comme avant. Tu veux qu'on se voit quand? Tu veux qu'on se voit ce soir? Non, ce soir je peux pas. Mais demain, si tu veux. On pourrait partir en week-end, si tu veux. Oui, d'accord. On n'a qu'à partir demain, mais je peux pas avant 3 heures, je dois aller chez le dentiste. On se voit à 3 heures, au tabac, devant la gare de Vaucresson. Je m'étais promis d'être gentil, agréable, tendre, affectueux. J'étais fou de joie qu'elle m'ait rappelé. J'arrive un peu en retard. Elle est à la terrasse du café avec un grand sac en plastique que je lui avais acheté à la boutique. Je la vois, je m'arrête et c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de lui faire la gueule pour changer. Elle monte dans la voiture, je démarre. 100 mètres plus loin, je m'arrête. Où on va? Je sais pas, on pourrait aller au bord de la mer. Bah évidemment, et on va partir avec tous ces cons dans les encombrements. On pourrait pas rester à Paris. Ah non, je veux pas rester à Paris, écoute. Je déplie en râlant les cartes Michelin, je décide d'aller à Honfleur. Je râle tout le long du chemin. À 40 km de Honfleur, elle me dit, bon, écoute, si c'était pour aller comme ça, c'est pas la peine de revenir. C'est pas moi qui suis revenu, c'est toi qui m'as appelé. Je fais demi-tour, quelques kilomètres plus loin, je m'arrête à un bistrot, je bouffe seul un sandwich, elle reste dans la voiture, je remonte dans la voiture et demi-tour sur Honfleur. À Honfleur, on cherche une chambre, c'est la pleine saison, il n'y en a pas beaucoup de libres. On en trouve une à l'entresol. Le soir, il y a un bal organisé par les montres Kelton, avec un animateur de Radio Luxembourg. Il y a beaucoup de monde. C'est la première fois que nous dansons ensemble. Je ne sais pas danser. Bah, il faut que je t'apprenne comment, hein. Il faudra faire quand tu seras avec les autres. On va se coucher, je veux l'embrasser. Elle me répond, non, pas ce soir, il faudra que je me lève après pour me laver. Je pique une crise, je lui déchire sa chemise, je lui arrache sa chaîne, je boucle mon sac de voyage, je fous le camp, je descends sur le port, mettre le sac dans la voiture, je me balade, il est 1h du matin, c'est marée haute, il y a des fous qui plongent dans le port, je traîne, je repasse de temps en temps sous les fenêtres de l'hôtel, la lumière de notre chambre est toujours allumée. Au bout d'1 heure, elle me rejoint dans la rue, elle est très agressive. Qu'est-ce que tu fais là? T'amuses pas ce petit jeu avec moi, hein? Pourquoi tu t'en vas pas? Je veux pas que tu restes là à m'embêter, là à rôder. Je t'embête pas si t'étais pas descendu. Tu saurais pas que je suis là. Mais pourquoi tu fiches pas le camp? Tu fais jamais ce que tu dis. Je partirai quand j'aurai envie. Pourquoi tu dors pas? Ta lumière est allumée là-haut. Je peux pas, j'ai peur toute seule. Bien entendu, je remonte. On fait pas l'amour. On ne fait l'amour que le lendemain matin. Au matin, je vais jouer au tiercé. Il y a une exposition de peinture avec des marquets que j'aime bien. Je parle à Colette de ces toiles, assez fort. Il y a peu de monde, je m'excite sur la peinture. Et elle me dit, mais parle pas aussi fort, tu te fais remarquer. Et alors, au déjeuner, je bois beaucoup. On décide d'aller à Trouville. Sur la plage, je m'endors au soleil. Elle est restée à côté de moi. Je me réveille, elle a l'air absente. Je lui demande si elle veut marcher avec moi le long de la plage, elle refuse. Je fais toute la plage seule, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gosses. Je pense que moi, j'aurais jamais une famille comme ça. Je les envie. Quand je reviens, un orage éclate. On décide d'aller jusqu'à Deauville. C'est là qu'elle me rappelle que, dans les premiers temps qu'elle me connaissait, comme je passais mes dimanches avec Françoise, je sais d'ailleurs pas pourquoi Françoise était au courant de notre liaison. On était tellement malheureux l'un comme l'autre à passer notre dimanche à se regarder en chaîne faïence. Ben, Colette, elle venait donc ici passer ses dimanches toute seule à pleurer. Ben, si c'est vrai que tu venais pleurer ici le dimanche, c'est malin de t'y ramener. Écoute, la boucle est bouclée. Le soir, les bagnoles refluent sur Paris. Je recommence à râler. Je cherche un itinéraire de petites routes moins fréquentées. Il pleut. On s'arrête pour dîner. J'insulte sa famille pendant tout le repas et qu'elle aura toujours l'air d'une fille de concierge. Tu seras comme ta mère à ton âge. Tu seras plus là pour le voir. Tu ressembles à ta mère. Le pauvre type de la famille, c'est ton père. Ta grand-mère, c'est une peau de vache. Michel, il ressemble à ton père.
On se fait des illusions sur ses parents et sa famille, et des fois pendant toute une vie. Je croyais que ma grand-mère, tu vois, c'était une brave femme jusqu'à la mort de mon grand-père, mimétisme. Elle lui avait ressemblé pendant 50 ans, à sa mort en quelque temps. Elle est redevenue ce qu'elle avait été avant de le connaître. On roule, il est tard. J'ai envie de m'arrêter, coucher en route. À Louviers, je vais chercher une chambre. Bah, tu montes si tu veux, mais moi, je reste dans la voiture, dit Colette. Je trouve une chambre. Elle monte quand même avec moi. Et le lendemain, on rentre à Paris. C'était fini, c'était pas fini. Nous avions traîné pendant 6 ans. Nous allions traîner notre rupture, c'était sûr. Mais je me rendais compte de rien. Colette reprit le travail chez Interdomus pour être libre et pouvoir s'arrêter quand elle le voudrait. Elle fit ainsi 3 boîtes comme intérimaire dans les 3 semaines qui suivirent. Je la voyais presque chaque jour, midi et soir, mais nos rapports avaient changé. Elle me dit, on se verra plus comme avant, hein. On se verra plus tous les jours, quoi. On se verra tôt, comme ça, moi je pourrais rentrer de bonne heure, et puis je vais être libre quand je veux, quoi. Si je veux sortir le samedi, le dimanche, sortir avec qui je veux plus que tu sois continuellement sur mon dos, hein. Je veux plus que tu viennes chez mes parents. J'acceptais tout. Je lui proposais de travailler avec moi sur un scénario. Elle me racontait souvent des anecdotes piquantes sur ses employés rencontrés dans les bureaux. Elle me dit, d'accord, maintenant je peux, je te crains plus. J'allais l'attendre à la paternelle, installée dans les nouveaux immeubles de la gare du Maine. Elle était dans le même bureau que 2 vieilles filles au bord de la retraite qui la faisaient pisser de rire toute la journée. Mais écris-le, d'accord, mais elle l'écrivait jamais. Un midi, j'arrive pour une fois en avance et je trouve à me garer presque au coin de l'avenue Victor Hugo où nous avions l'habitude de nous rencontrer. Et je reste dans la voiture. Et quand elle s'amène, je la vois dans le rétroviseur s'arrêter et jeter des regards dans tous les sens pour me chercher. Ça me réconforte. Elle tient toujours à moi. Et je sors de la voiture plein d'assurance pour aller lui dire bonjour comme avant. Tu me cherchais? Non. Pourquoi? Je t'ai vu dans le rétroviseur. Non, j'avais peur que tu sois là, c'est tout. C'est les premiers temps des mini-jupes. Et comme elle n'avait pas de fric, elle venait de raccourcir un tailleur que je lui avais acheté. Je la toise dédaigneusement. T'as pas intérêt avec tes genoux là, cagneux, tu ferais mieux de les cacher, quoi. D'ailleurs, la coupe de cette jupe, elle va pas une fois raccourcie. Elle ne la remit pas. J'accompagne Colette. Nous prenons le métro. Je ne veux pas conduire dans les encombrements. Dans le wagon, je la regarde et dis rien. Elle est dans le vague, elle pense à autre chose. Elle est vraiment différente. Tant de signes depuis cette nuit de Saint-Paterne. Mais je n'arrive pas à m'y habituer et je ne veux pas comprendre. Je lui dis, nous sommes comme 2 étrangers. Elle dit, je ne me rends pas compte. Nous descendons à Barbès, je demande où c'est, son rendez-vous. Près de la mairie du 18e, mais je veux pas que tu m'accompagnes. Allez, ciao. Maintenant, je t'appelle lundi, tu seras au montage. Nous nous embrassons, ma gorge et mon estomac se serrent. Elle est déjà partie, je la regarde s'éloigner sans se retourner, cette fois, comme elle le fait toujours. Je ne peux pas me retenir, je la rejoins presque en courant, j'arrive à sa hauteur. Elle se retourne énervée et dépitée. Ah non, non, qu'est-ce que tu veux encore? Je veux pas que tu me suives comme un chien. Je la regarde. Laisse-moi t'accompagner encore un peu, s'il te plaît. Elle pousse un soupir. Nous marchons vite, c'est un peu radouci. Elle dit, mais je veux pas te voir malheureux comme ça. C'est pas grave, allez, on se voit lundi. Et je t'assure que ça me fera du bien. Quand nous arrivons au carrefour de Châteaurouge, je lui dis, attends, mais la mairie du 18e, c'est plus court par là. Elle dit, non, c'est la rue Ramée, je veux pas passer devant chez Annie. Pourquoi? Vous êtes bien ensemble en ce moment, et puis je crois qu'elle était partie en vacances avec le gros Michel. Je veux pas passer devant chez elle. Faisons un détour, et en arrivant sur la place de la mairie du 18e, elle dit, bon ben, je te laisse là. Mais tu sais pas où c'est? Si, c'est par là, derrière, je reconnais, je me débrouillerai. Tiens, t'as juste ton autobus là, qui te laisse à Étoile. Allez, je l'attends avec toi. Nous l'attendons, et elle me fourre dans l'autobus. L'autobus démarre, elle attend bien qu'il soit parti. Je penserai à ça seulement plus tard.
De même que je n'imaginais pas de redescendre à l'arrêt suivant pour la suivre. Je ne sais plus ce que j'ai fait pendant ce week-end. Mais je ne devais pas être bien. Le lundi, je suis allé aux courses, aux Tuileries, au Tremblay. En sortant, je téléphone à son dernier bureau. Là, on me donne un message d'elle, le numéro du nouveau bureau où elle travaille depuis le matin. Je l'appelle, je vais la chercher. Alors, t'as pêché la crevette, ces photos, on n'a rien fait, il a plu tout le temps. T'as pensé à moi? Non, j'ai pas pensé à toi. Je la raccompagne à Versailles Chantier, comme ça m'arrive de plus en plus souvent, ceci pour éviter d'aller jusqu'à Igny. Nous ne disons pas grand-chose, elle va prendre son train, je reste un moment dans la voiture, sans doute, avant d'aller, comme d'habitude, la regarder partir, et tout à coup, je regarde la pendule de l'esplanade, je vois que son train, il part que dans 5 à 10 minutes, quoi. Je pense prendre un ticket de quai, je la trouve devant, près de la porte d'un wagon, ben alors tu t'emmerdes tellement avec moi que tu peux pas rester 5 minutes de plus. Et qu'est-ce que c'est que cette manière de me parler sur ce ton? D'abord, j'ai pas regardé l'heure. Le train, il s'en va, je suis furieux. Je démarre, je prends la direction de Jouy pour rattraper le train. Je vais à fond. Mais il y a des encombrements et quand j'arrive à la gare de Jouy, je crois que le train est déjà passé. Alors je renonce, je refonce jusqu'à Igny et comme je ne connais pas bien le chemin qu'elle prend en sortant de la gare, je m'arrête au carrefour de Vaux-Allan, près de la pharmacie. Voilà, les voyageurs, elle est là, traînant en queue de peloton à son habitude. Je sors de la R8, je vais vers elle. Quand elle me voit, son visage se décompose de crainte et de colère. Je l'entraîne dans la voiture, elle explose. « Mais je veux plus te voir, tu m'entends ? Je veux plus que tu viennes, je veux plus voir ta sale tête, j'en ai marre de toi, j'en ai marre. Fous le camp, je te vois plus, t'es vieux. Tu resteras avec ta bonne femme, vous resterez comme deux vieux ensemble. » Je suis atterré, je sais pas quoi répondre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Ah, tu m'as rien fait depuis 7 ans? Je peux plus te supporter, je t'aime plus. T'es plus ma raison de vivre, j'ai toujours su que je vivrais jamais avec toi. J'ai essayé de la calmer. Viens, on va aller voir tes parents. Elle hurle, non, je veux plus que tu viennes chez mes parents. Je veux plus que tu les vois. Tu les embêtes. Tu remettras jamais les pieds chez moi. Ils te détestent, ils ont vu comment tu me traites. J'ai peur de toi. Je veux plus que tu viennes, j'ai peur. J'ai peur. Je m'emporte à mon tour, je hurle, ah si, je vais y aller, et tout de suite. Non, je veux pas, tu m'empêcheras. Je t'empêcherai, elle s'agrippe à moi pour m'empêcher de sortir, je vais y aller. Je vais vous tuer, je vais tous vous tuer. Non, Jean, non. On fait un raffut terrible dans cette bagnole, elle pleure, enfin, on se calme. Je dis, arrête, je te demande pardon, je comprends pas, j'ai été malheureux, t'as tellement changé. Je me suis emballé, je t'aime trop, je comprends pas ce qui se passe. Comprends-moi, je ferai attention, je te le promets, pardonne-moi. Elle reste muette, prostrée. Au bout d'un long moment, je lui dis, tu peux t'en aller, je ne reviendrai pas, puisque c'est comme ça, alors c'est fini, tu m'aimes plus, je te verrai plus. Non, c'est fini. Promets-moi de ne pas essayer de revenir. Je fais un signe de tête, elle s'en va. Je la regarde partir, je suis dans un drôle d'état, je fais quelques kilomètres, j'ai envie de revenir chez elle, mais je lui ai promis. Juste au moment où elle monte dans l'ascenseur, on aura dû l'effrayer. Elle a très peur, je le sens. Je dis tendrement, mais pourquoi t'as peur? T'as peur de moi? Tu sais que je serai incapable de te faire du mal. Nous redescendons prendre un verre. Elle me dit que ses collègues trouvent mes robes très belles. Vous en avez de la chance, on sait. Qui vous les offre, il est bien, etc. J'ai l'impression par moment d'être un amant heureux. Comme nous n'avions jamais d'argent, même pas un appareil photo à nous, nous nous photographions souvent au photomaton. J'ai toute une collection. Colette, elle garde la meilleure dans son sac encadré de cuir. Je veux nous photographier une nouvelle fois. Je crois qu'elle va refuser, mais elle accepte. Elle prend une série d'elle. Puis nous y allons tous les deux. Et sur les photos, elle a l'air heureuse, libérée de moi. Elle garde celle où elle est seule. Je prends celle où nous sommes tous les deux. Quand elle les met dans son sac, je m'aperçois que le petit cadre en cuir n'y est pas. T'as pris notre photo dans ton sac? Mes photos, ils sont restés dans l'autre sac. C'est drôle. Celui-là est plus grand que l'autre. Nous allons au cinéma voir Amère Victoire. J'ai déjà vu, mais elle adore Richard Burton. Le dimanche, elle a l'air fatiguée, elle n'arrête pas de bâiller. Je me suis couché tard, j'ai envie de dormir. Ben va, on va se coucher. Non, je ne veux pas aller à l'hôtel. Allez, viens, je te laisserai dormir. Elle accepte.
J'achète le journal du dimanche, nous nous couchons, elle s'endort, je lis le journal, quand elle se réveille, je viens sur elle, et après, nous nous sommes étendus, la tête au pied du lit, et pendant 1 heure, je lui parle comme je lui ai jamais parlé, quoi. Calmement, sans m'interrompre une seule fois. J'analyse simplement tout ce qui s'est passé entre nous, ce qu'elle est, ce que je suis, pourquoi ça n'a pas marché entre nous. Elle m'écoute sans rien dire quand j'ai fini. Nous restons encore longtemps comme ça, silencieux, j'ai tout dit. Il n'y aura plus jamais à revenir là-dessus. Sur ce plan-là, c'est fini. Elle va se laver, je la regarde, elle enfile sa culotte, je ne peux pas me retenir, j'ai un élan d'adoration. Je me précipite, je lui baise les pieds, elle se redresse. Non, Jean, non, non, je ne veux pas te voir comme ça. Au moment de me quitter, pas loin de chez elle, alors que je lui décris la maison que je veux avoir à la campagne avec des animaux, je sais qu'elle aime ça, et elle se met à pleurer, je lui demande pourquoi. Mais quand on a aimé quelqu'un pendant 6 ans, ça fait quelque chose. Hein. Et pourtant, je crois de plus en plus que je vais la reconquérir. Elle me laisse même entendre qu'il y a du progrès. Je lui offre chaque jour une rose, je vais l'attendre à Courbevoie, je l'accompagne jusqu'à Versailles. On attend son train dans la voiture. J'ai le dernier numéro de l'Observateur, je lui ai dit « Écoute ça, c'est la dernière lettre de Pavès. » Si au lieu d'apprendre à écrire, j'avais eu le temps d'apprendre à vivre, les choses secrètement et plus atrocement redoutées arrivent toujours. La vie m'avait paru horrible, mais je me trouvais encore intéressant moi-même. Maintenant, c'est le contraire. Je sais que la vie est merveilleuse, mais que j'en suis exclu, uniquement par ma volonté, et que c'est là une tragédie futile, comme d'avoir le diabète ou le cancer des fumeurs. Puis-je te dire, mon amour, que je ne suis jamais réveillé avec une femme, à moi, à mes côtés, que j'ai jamais été pris au sérieux quand j'aimais, et que j'ignore le regard reconnaissant qu'une femme adresse à un homme. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il a dû être malheureux. Les femmes sont vaches quand même. Il lui suffit qu'une femme. Tu te plains. Toi, Jean, t'as eu de la chance. T'as été aimé. Françoise, elle t'a aimé. Je t'ai aimé. Il y en aura d'autres qui t'aimeront, j'en suis sûr. Je lâche le journal, je me tourne vers elle. Tu m'as aimé, toi? Elle a les larmes aux yeux. Oh, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Jamais. J'aimerais personne autant que je t'ai aimé, toi. Quand je t'ai connu, je savais que j'allais te voir. Mon cœur battait. J'étais toute tremblante. Je l'écoute, je dis rien, je bouge pas. Si nous nous séparons, tu sais, je poserai une condition au suivant, celle de recoucher avec toi. J'aime bien faire l'amour avec toi. Tu m'aurais opposé au retour de Turquie? Oh oui. Tu veux l'Observateur? Mais non, j'ai ce qu'il faut. Elle lit les fleurs du mal. Elle poursuit ses pensées. J'ai peut-être tort, mais j'y peux rien. Le docteur Millet, il dit que je suis une petite bourgeoise. Tort de quoi? Oh, rien. Je vais louper mon train. Allez, à demain. Je ne travaillerai pas, j'en ai marre de cette boîte. J'ai envoyé mon bloc-notes à la figure du patron. Écoute, on ira se balader, il y a du soleil. Rendez-vous ici au train de 2 heures. Tu veux? Un Terdomus, ils diront rien. Oh, ils s'en fichent. Bah, apporte ton maillot, alors on ira se baigner. Oh ouais, il fait beau. Son train s'en va. Elle est à la portière. Nous nous regardons. Vous pouvez continuer. Vous verrez le film. Bravo.